Les années 1980 ont été une décennie d'imagination sans limite. Les néons brillaient, les cassettes cliquetaient, et partout flottait le sentiment que la technologie allait changer le monde pour toujours. Les entreprises et les inventeurs croyaient fermement que chaque nouvelle idée pouvait être la prochaine grande chose. Certaines de ces visions sont effectivement devenues des légendes, mais beaucoup d'autres ont disparu silencieusement, ne laissant qu'une question. Comment cela a-t-il pu si mal tourner? Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 produits technologiques révolutionnaires des années 1980, qui étaient autrefois célébrés comme l'avenir et qui ont pourtant échoué de manière spectaculaire. C'étaient des appareils en avance sur leur temps, trop chers, trop compliqués ou simplement développés sans tenir compte du marché. Certains d'entre eux auraient pu changer le monde, d'autres étaient voués à l'échec dès le départ. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils racontent de l'histoire fascinante d'une décennie où l'audace et l'arrogance allaient souvent de pair. Restez à l'écoute, car plus nous montons dans le classement, plus ces échecs seront connus et douloureux. En particulier, les troisième, deuxième et première places montrent de manière impressionnante que même les plus grands noms de l'histoire de la technologie n'étaient pas à l'abri de décisions catastrophiques. 1. Apple Lisa. Lorsqu'Apple a présenté l'Apple Lisa en 1983, il semblait que l'avenir de la technologie informatique devenait soudainement réalité. À une époque où les utilisateurs devaient encore taper des commandes cryptiques, le Lisa offrait quelque chose de totalement nouveau. Une interface utilisateur graphique avec des fenêtres, des icônes et une souris. Pour la première fois, les ordinateurs semblaient intuitifs, presque humains. Pour de nombreux observateurs, il était clair qu'Apple avait ici un aperçu de la prochaine génération de travail numérique. Mais cette vision avait un inconvénient majeur. L'Apple Lisa coûtait près de 10 000 dollars américains, un prix difficile à justifier même pour les entreprises et qui excluait totalement les particuliers. En même temps, le système était confronté à des problèmes techniques. Les performances étaient décevantes et lentes, les plantages étaient fréquents et le choix de logiciels disponibles restait limité. Les développeurs hésitaient à programmer pour une plateforme que presque personne ne pouvait se permettre. Ainsi, le Lisa est devenu le paradoxe de son temps, technologiquement brillant mais économiquement irréaliste. Apple avait identifié la bonne voie mais l'avait empruntée trop tôt. Lorsque le Macintosh est apparu plus tard avec des idées similaires, plus abordables, plus stables et plus adaptées au grand public, le Lisa était déjà de l'histoire ancienne. Il est resté un exemple frappant, que l'innovation seule ne suffit pas si le prix, le timing et la convivialité au quotidien ne sont pas en adéquation. 2. IBM PCJR. L'IBM PCJR devait déclencher une petite révolution au début des années 1980. IBM voulait introduire le PC de bureau à succès dans les foyers et passionner les familles pour le monde de l'informatique. Le PCJR était présenté comme un appareil domestique convivial et moderne, censé combiner l'apprentissage, le travail et le jeu. Sur le papier, cela semblait être une extension logique de la domination d'IBM sur le marché des ordinateurs. Cependant, en pratique, il est vite apparu que le concept ne fonctionnait pas. Le célèbre clavier Chiclette rendait la frappe prolongée fastidieuse et frustrante. Plus problématique encore était la compatibilité limitée avec les logiciels PC existants. De nombreux acheteurs s'attendaient à ce qu'un ordinateur IBM fonctionne de manière fiable avec les programmes courants, mais cette confiance a été déçue. À cela s'ajoutait un prix élevé, difficilement justifiable pour un appareil domestique. Alors que des alternatives moins chères et plus performantes affluaient sur le marché, le PCGR a rapidement perdu de son attrait. Les familles préféraient d'autres systèmes, les professionnels l'ignoraient complètement. IBM a finalement tiré les leçons et a mis fin à la production du modèle. Le PCGR est entré dans l'histoire comme un exemple édifiant, montrant que même un leader du marché peut échouer lorsque la conception du produit et les attentes des utilisateurs ne correspondent pas. 3. Laserdisc. Lorsque le Laserdisc a été promu dans les années 1980, il semblait être la prochaine grande étape pour le cinéma à domicile. Les films sur des disques brillants promettaient une image nettement plus nette et un meilleur son que les cassettes VHS largement répandues. Pour les cinéphiles, cela sonnait comme l'avenir pur. La qualité cinéma devait enfin entrer dans les salons, bien avant que les médias numériques ne soient même un sujet.
Technologiquement, le laserdisc était en effet en avance sur son temps et montrait le potentiel des supports optiques. Mais au quotidien, le système s'est avéré peu pratique. Les disques étaient grands, encombrants et devaient souvent être retournés au milieu du film. Plus grave encore, contrairement au VHS, le laserdisc ne permettait pas d'enregistrer. Alors que les familles enregistraient facilement leurs émissions préférées sur cassette, le laserdisc restait limité à la simple lecture. À cela s'ajoutaient des coûts élevés pour les lecteurs et les films, ce qui a découragé de nombreux ménages. Le laserdisc est donc resté un produit pour un petit groupe d'enthousiastes. Il était techniquement impressionnant, mais a échoué en raison de son manque de commodité et de son prix. Au final, ce n'est pas la meilleure image qui s'est imposée, mais le format le plus pratique. Le laserdisc a disparu du marché de masse, mais a laissé une leçon claire. L'innovation doit s'intégrer dans le quotidien des gens, sinon elle reste marginale. 4. Sinclair C5. Lorsque Sir Clive Sinclair a présenté le Sinclair C5 en 1985, il devait être ni plus ni moins que l'avenir de la mobilité urbaine. Un petit tricycle à assistance électrique, bon marché, respectueux de l'environnement et idéal pour les trajets quotidiens. À une époque où les prix du pétrole augmentaient, cette idée sonnait audacieuse et visionnaire. Le C5 promettait liberté, efficacité et une toute nouvelle approche du déplacement personnel. Mais dès les premiers essais, il est devenu clair que la vision et la réalité étaient très éloignées. Le C5 était construit extrêmement bas, ce qui le rendait difficile à voir pour les automobilistes. Un sentiment de sécurité était quasi inexistant, surtout dans la circulation urbaine dense. De plus, le véhicule n'offrait aucune protection contre la pluie, le froid ou le vent, ce qui le rendait pratiquement inutilisable dans de nombreux pays européens. L'autonomie de la batterie diminuait considérablement, surtout par mauvais temps, et la promesse de praticité au quotidien s'est vite effondrée. L'image publique a également nui au produit. Au lieu de paraître futuriste, le C5 semblait plutôt ridicule à beaucoup de gens. La confiance des acheteurs a diminué, les ventes se sont effondrées, et la production a été arrêtée après seulement quelques mois. Le Sinclair C5 est entré dans l'histoire comme l'un des échecs les plus spectaculaires des années 1980. Il a montré de manière impressionnante que de bonnes idées seules ne suffisent pas si la sécurité, la praticité et l'acceptation font défaut. 5. Kodak Disc Caméra. Lorsque Kodak a lancé la Disc Caméra en 1982, elle devait redéfinir la photographie pour les familles. Petite, légère et facile à utiliser, elle promettait des prises de vue spontanées, sans changement de film compliqué. Au lieu des rouleaux de films classiques, l'appareil utilisait des cassettes de films plates et circulaires, faciles à insérer. Pour beaucoup, cela semblait moderne, pratique et parfait pour le quotidien. Mais c'est précisément là que résidait le problème crucial. Pour permettre un design compact, les négatifs étaient extrêmement petits. Les photos développées à partir de ceux-ci semblaient souvent granuleuses, floues et décevantes, surtout dans de mauvaises conditions d'éclairage. Si les amateurs étaient initialement enthousiasmés par la commodité, la déception s'est rapidement installée lorsque les tirages ne correspondaient pas aux attentes. Les photographes professionnels ont critiqué ouvertement la qualité de l'image, et les utilisateurs privés ont également perdu confiance. L'euphorie initiale a cédé la place à la frustration, les ventes ont diminué. Kodak a arrêté la production de la disque caméra dans les années 1980. Bien que le concept fût audacieux, elle est restée dans les mémoires comme un exemple que le confort ne doit pas se faire au détriment de la qualité. La disque caméra a montré que le progrès technique a peu de valeur si le résultat ne convainc pas les gens. 6. Apple C3. Lorsque Apple a présenté l'Apple III en 1980, il devait remplacer l'Apple II à succès et conquérir le marché professionnel. L'appareil était plus puissant, offrait plus de mémoire vive, un lecteur de disquettes intégré et était clairement destiné aux entreprises. Apple voulait prouver qu'il était le bon partenaire non seulement pour les amateurs et les écoles, mais aussi pour le monde des affaires. Sur le papier, l'Apple III semblait être la prochaine étape logique. Cependant, en réalité, il est rapidement devenu un cauchemar pour de nombreux acheteurs. Pour des raisons de coût, Apple avait renoncé à un ventilateur, ce qui a entraîné de graves problèmes de surchauffe. Les puces se dessoudaient de leur support. Le système plantait fréquemment. Les lecteurs tombaient en panne et des données importantes étaient perdues. Pour les entreprises qui dépendaient de la fiabilité, c'était inacceptable.
La confiance dans le produit a diminué rapidement. Apple a tenté de rectifier le tir avec des améliorations et des révisions, mais le mal était déjà fait. Le prix élevé a encore aggravé la situation. De nombreux clients se sont détournés avant que les problèmes ne soient résolus. L'Apple III a rapidement disparu du marché et est entré dans l'histoire comme l'un des premiers grands échecs d'Apple. Il a montré douloureusement que même de grandes marques peuvent échouer lorsque des décisions techniques fondamentales sont mal prises. 7. Sony Watchman. Lorsque Sony a présenté le Watchman au début des années 1980, l'idée semblait carrément futuriste. Un téléviseur portable permettant de recevoir la télévision en direct partout. Nouvelles, sport ou divertissement directement dans la paume de la main, indépendamment du salon. À une époque où la télévision était encore fermement liée à un lieu, ce concept semblait être un aperçu de l'avenir mobile. Cependant, au quotidien, il est vite apparu que l'utilité était limitée. Les petits écrans noirs et blancs étaient difficiles à voir, surtout en plein jour. La réception dépendait fortement de l'emplacement et était souvent instable. De plus, l'appareil était plus encombrant et plus lourd que ce que la publicité laissait entendre. De nombreux utilisateurs se sont rapidement demandé à quoi servait réellement un téléviseur portable, alors qu'un grand appareil se trouvait déjà à la maison. Le Sony Watchman a été regardé avec curiosité, mais rarement utilisé régulièrement. Il est resté un gadget technologique, un symbole d'innovation sans réel besoin. Bien que l'idée des médias mobiles fût en avance sur son temps, le confort et un cas d'utilisation clair faisaient défaut. Le Watchman a progressivement disparu du marché, montrant que toutes les possibilités techniques ne répondant pas automatiquement à un besoin réel. 8. Atari 7800. Lorsqu'Atari a sorti l'Atari 7800 en 1986, il devait marquer le grand retour de l'ancien géant du jeu vidéo. Après le krach du jeu vidéo de 1983, Atari voulait regagner la confiance perdue et renouer avec ses succès passés. Techniquement, la console était tout à fait solide. Elle offrait de meilleurs graphiques que son prédécesseur et était même rétrocompatible avec les jeux de l'Atari 2600. Sur le papier, cela ressemblait à un nouveau départ prometteur. Mais le timing fut fatal. Pendant qu'Atari hésitait, Nintendo avait déjà conquis le marché avec la NES et marqué toute une génération de joueurs. Des jeux emblématiques, un marketing agressif et des contrats de développement exclusifs assuraient la présence de Nintendo partout. En comparaison, la ludothèque de l'Atari 7800 semblait désuète et sans inspiration. De nombreux titres rappelaient plus le passé que l'avenir. À cela s'ajoutait la réputation ternie d'Atari après le krach. Les revendeurs et les clients abordèrent la marque avec scepticisme. Les développeurs tiers se sont abstenus, et sans de nouveaux jeux puissants, la console manquait de l'argument décisif. Les ventes sont restées faibles, et l'Atari 7800 a rapidement disparu des projecteurs. Il est devenu le symbole que les améliorations techniques seules ne suffisent pas lorsque le marché, la confiance et le contenu sont déjà perdus. 9. Mattel Aquarius. Le Mattel Aquarius a été promu en 1983 avec de grandes promesses. Mattel le qualifiait avec assurance de « l'ordinateur des années 1980 » et voulait ainsi attirer les familles et les débutants. L'idée était claire, un ordinateur familial abordable, capable d'offrir l'apprentissage, l'écriture et des divertissements simples. Dans les publicités, l'Aquarius sonnait comme l'entrée parfaite dans le monde numérique. Cependant, dès la première mise sous tension, il est devenu évident que l'appareil était plutôt en retard sur son temps qu'en avance. Avec très peu de mémoire vive, des graphiques faibles et un clavier en caoutchouc imprécis, le travail était laborieux. Une frappe prolongée devenait rapidement fatigante et les performances suffisaient à peine pour des programmes plus exigeants. Le choix limité de logiciels était particulièrement décevant, car de nombreuses applications annoncées n'ont jamais vu le jour. Alors que des concurrents comme le Commodore 64 ou l'Atari 800 étaient plus puissants, plus flexibles et bénéficiaient d'un support à long terme, l'Aquarius semblait inachevé et dépassé. Les acheteurs ont rapidement perdu tout intérêt. Les ventes sont restées faibles. Mattel a tiré la prise après une courte période et a abandonné le projet. L'Aquarius est entré dans l'histoire comme l'un des ordinateurs les plus éphémères des années 1980 et a montré que de grandes promesses sans substance ne durent pas longtemps. 10. Timex Sinclair. 1000.
Lorsque le Timex Sinclair 1000 est apparu aux États-Unis en 1982, il a fait sensation. Un ordinateur à moins de 100 $ sonnait comme une petite révolution. Soudain, il semblait possible que presque tous les foyers puissent avoir accès au monde de l'informatique. Pour de nombreux acheteurs, le Timex Sinclair 1000 fut le premier contact avec la technologie numérique, et les ventes ont d'abord grimpé en flèche. Mais le prix bas avait un coût. Le système disposait de très peu de mémoire vive, d'un simple clavier à membrane, et chargeait les programmes lentement à partir de cassettes. Même les tâches simples exigeaient de la patience, et la moindre secousse pouvait faire planter les modules d'extension. Ce qui était censé être une entrée abordable s'est rapidement transformé en source de frustration. Bien que l'appareil se soit vendu à des centaines de milliers d'exemplaires en peu de temps, la plupart des utilisateurs se sont rapidement tournés vers des ordinateurs plus performants. Des modèles comme le Commodore 64 ou l'Apple II offraient beaucoup plus de possibilités et une meilleure expérience utilisateur. Le Timex Sinclair 1000 a rapidement disparu de la scène et était resté dans les mémoires comme la preuve qu'un prix bas seul ne garantit pas une expérience technologique durable. Les années 1980 ont été une décennie pleine de courage, de vision et d'optimisme sans limite. Jamais auparavant les entreprises n'avaient repris autant de risques technologiques dans l'espoir de définir l'avenir. Mais cette époque révèle aussi une dure vérité. Le progrès ne garantit pas le succès. Bon nombre des produits que nous avons examinés aujourd'hui étaient en avance sur leur temps. D'autres étaient tout simplement mal conçus ou lancés trop tôt sur le marché. Ensemble, ils ont montré à quel point la ligne est mince entre l'innovation révolutionnaire et l'échec spectaculaire. Qu'il s'agisse de l'Apple Lisa, de l'IBM PCR ou du Laserdisc, derrière chacun de ces produits se cachait une grande idée. Mais des prix élevés, des faiblesses des câbles techniques, un mauvais timing ou un manque de compréhension des besoins des utilisateurs ont fait que ces visions n'ont pas survécu. Certains concepts ont ensuite été mis en œuvre avec succès par d'autres, d'autres ont disparu à jamais. Ils nous rappellent que la technologie ne doit pas seulement impressionner, mais aussi fonctionner, être abordable et utilisable au quotidien. Aujourd'hui, beaucoup de ces appareils ressemblent à des reliques d'une époque folle et expérimentale. Pourtant, sans ces échecs, de nombreux succès modernes n'existeraient pas. Ils ont été des étapes nécessaires sur la voie du progrès. C'est précisément pourquoi ces produits ratés ne sont pas seulement des histoires d'échecs, mais aussi des chapitres importants de l'histoire de la technologie.